Alors, puisque j'ai le micro, je vais me permettre de commencer, à moins que vous vouliez. Avant d'exprimer, en l'occurrence, j'en ai relevé 9, les points sur lesquels, à la Chambre criminelle et probablement dans les juridictions de fond, mais dans une moindre mesure, tout simplement parce qu'on y a moins de temps. Avant d'exprimer les 9 points sur lesquels nous sommes en attente éperdue des dires de la doctrine, je voudrais rappeler 2 contingences qui sont les nôtres. Nous travaillons en procédure pénale, à la Chambre criminelle comme ailleurs. Essentiellement, nous bâtissons nos ouvrages sur des affaires énormes. Je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, je l'ai dit ce matin, et je le redis maintenant, ça n'est pas une excuse que je vous présente, mais ceux qui ont ouvert le feu, c'est le cas de le dire, il y a plusieurs années, ce sont les Basques. Les premiers qui nous ont posé des vraies questions de procédure pénale, des questions avec des fondamentaux derrière, c'était les Basques. On n'avait pas spécialement envie d'être aimable avec eux, et néanmoins, dans la mesure où ils étaient dans leurs droits, on a été amené ici et là à leur donner leurs droits. Mais ça continue, et c'est maintenant le terrorisme, et puis j'espère que ça s'arrêtera là, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc il faut avoir ça à l'esprit avant de raisonner sur les attentes de la pratique, côté magistrat, s'il y a un côté magistrat. Le deuxième préalable que je voudrais rappeler, c'est qu'on travaille effectivement dans une certaine dispersion dont Madame Thomas Taillandier vient encore de nous donner des exemples tout à fait précis et là aussi très documentés. C'est-à-dire que des procédures pénales, il y en a de diverses sortes et que dossier par dossier, nous voyons apparaître des réalités procédurales qui sont différentes les unes des autres. C'est assez difficile pour nous de coller les morceaux et de tailler des passerelles entre ces divers morceaux. Là non plus, ça n'est pas une excuse que je vous présente, c'est simplement un avertissement sur ce qui peut passer de vos idées et sur ce qui nécessairement butera sans doute encore pendant assez longtemps. Et c'est ce qui donne d'ailleurs à beaucoup de nos arrêts, je parle à ceux d'entre vous qui travaillent en procédure pénale au jour le jour, un aspect de minutie, pour ne pas dire d'inutilité, c'est-à-dire que nous sommes assez incollables sur les conditions dans lesquelles, exemple que j'ai pris en aparté tout à l'heure, les conditions dans lesquelles le président de la Chambre de l'instruction doit communiquer le dossier au parti lorsqu'il organise son audience. C'est tout à fait passionnant et les avocats présents dans la salle diront que c'est très important. Oui, c'est très important, mais très franchement, on aura beaucoup de mal à faire une théorie de la procédure pénale avec ça. Bon. Et pourtant, nous travaillons là-dessus aussi à longueur de temps. Ça représente certainement les 2/3 de nos arrêts en procédure pénale. Encore un dernier préalable, et puis j'en viens à mes 9 points en vrac. Le dernier préalable, c'est qu'il y a des domaines sur lesquels on n'a pas trop besoin de vous. Je le dis de façon tout à fait enfantine, mais c'est vrai. C'est le cas en droit pénal général, tout simplement parce que vous avez tout dit. Et que quand on se pose une question de droit pénal général, que ce soit la responsabilité pénale de la personne morale, pour prendre les questions les plus à jour, les droits de la partie civile, ou la théorie de la coaction ou de la complicité, ou tout autre, on vous lit et on a la réponse. Je veux dire qu'il n'y a pas de charge idéologique là-dessus, il n'y a pas non plus de tension particulière entre le parquet et le siège, entre la défense. On cherche à faire en sorte que le droit prenne sens et on trouve dans vos ouvrages ce qu'il nous faut. La même observation en droit pénal spécial, mais à contrario. C'est-à-dire que très peu d'entre vous travaillent en droit pénal spécial, il faut bien le dire, c'est tout à fait regrettable. Et donc le droit pénal spécial, on se l'invente. Mais c'est pas grave, parce que c'est de l'exégèse de texte, ça consiste à savoir ce que c'est qu'une manœuvre, ce que veut dire frauduleux, bon, ça on sait faire. On sait faire, a priori, on a fait des études de droit, les mêmes que les vôtres. Les avocats nous donnent leurs idées, et globalement on avance. En revanche, en procédure pénale, on est complètement à découvert, et c'est la raison pour laquelle vous trouvez sans doute qu'on fait n'importe quoi. Alors, voilà 9 points maintenant, et puis je me tairai, 9 points sur lesquels on a réellement besoin de vous et dans une certaine urgence. Sur ces 9 points, il y en a 5 qui ont trait à des questions de forme, et puis 4 qui ont trait à la question cruciale, et qui est l'objet de la procédure pénale, qui est la privation des libertés. Sur les questions de forme, c'est ce qu'on disait ce matin sur les nullités, mais je reprends point à point. Nous n'avons pas de théorie générale de la compétence des agents de constatation. Ça n'a l'air de rien, et pour les étudiants présents dans la salle, c'est peut-être du chinois, mais pour les avocats, sûrement pas. C'est-à-dire qu'en gros, nous ne contrôlons pas la compétence des agents de constatation. C'est un OPJ, c'est très bien, c'est un APJ, tant pis, et c'est n'importe qui, c'est tant pis aussi. Alors, je pousse le trait, mais ça nous fait grandement défaut.
nous ne lisons rien à ce sujet ou peu de choses qui laissent entendre que ça n'a d'importance pour personne. Alors, nous n'allons pas donner d'importance à des choses qui n'en ont pas. Je pense simplement à ce que serait la réaction de la juridiction administrative. On verra peut-être ce qu'il en est puisqu'elle a l'état d'urgence entre les mains. Ils seraient intraitables, eux, sur ce genre de problème. Intraitables. Nous sommes à découvert. Voilà pour le premier point. Deuxième point, qui est une question de nullité aussi, les droits en garde à vue. Bon, je l'ai dit ce matin, je le redis volontiers cet après-midi, sans démagogie, tant qu'on n'aura pas la communication du dossier à l'avocat en garde à vue, il ne se passera rien d'intéressant en garde à vue. Ah, moi, je ne sais pas quelle est la réalité de la région centre. Je dis la région centre pour ne pas mettre Orléans et Tours en concours, parce que j'ai compris que ça ne se faisait pas ici. Mais en région parisienne, je peux vous dire que 2 fois sur 3, je ne crois pas exagérer la proportion, 2 fois sur 3, lorsque l'avocat se présente, il est évidemment hors de question que l'APJ présent, ou l'OPJ, quand il y en a un, par miracle, que l'APJ présent lui donne la moindre indication sur ce qu'il y a dans le dossier. La moindre indication, sans même parler évidemment de communication du dossier. C'est quand même pas tout à fait facile de défendre quelqu'un quand on ne sait absolument pas ce qu'il a fait et qu'on est obligé de s'en remettre à ses dires. Parce que les relations entre l'avocat et le client, dites-moi si je me trompe, c'est pas forcément non plus sous le sceau de la totale transparence immédiatement. Bon. Donc, l'avocat, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est-à-dire rien. Je crois que tant qu'on n'a pas de théorie de la procédure pénale qui nous dira que là, il se passe quelque chose d'absolument fondamental et que c'est là que se jouent les droits, nous ne pourrons pas tellement avancer, sans parler du fait que le législateur est hostile à une évolution à ce sujet, en tout cas pour le moment. Pareil pour la présence de l'avocat en première heure. Alors là aussi, je parle des commissariats de la région parisienne et des brigades de gendarmerie de la région parisienne. Tous mes amis avocats, et j'en ai un grand nombre, quand ils arrivent en garde à vue, généralement on leur a téléphoné à 3 heures du matin, je ne dirais pas par plaisir, mais bon, il se pourrait quand même, ils arrivent en garde à vue et là on leur dit « Ah, l'intéressé a renoncé à la présence de l'avocat ». Ah bon? Comment? Pourquoi? Est-ce un droit auquel on peut renoncer? Nous attendons l'occasion de pouvoir dire que c'est un droit auquel on ne peut pas renoncer. C'est un droit d'ordre public. Alors, dans quelles circonstances quelqu'un qui est en garde à vue depuis, par postulat, 1 heure, en réalité souvent 2 ou 3 heures, par quelles circonstances, et je dirais par quel miracle, tout d'un coup, il renoncerait à la présence de l'avocat? Bon, je ne vous fais pas de dessin, je ne fais faire de procès d'intention à personne, encore que le procès d'intention, je l'ai largement commencé là depuis quelques minutes. C'est complètement anormal. Quand oserons-nous dire que c'est un droit auquel il est impossible de renoncer? Eh bien, quand vous nous aurez donné le signal de ce que c'est un fondamental de la procédure pénale. Et bon, on ne le fera pas sans vous. 4e point qui concerne aussi les nullités, celle qui concerne les nullités des procès-verbaux. Alors, on en a parlé ce matin. On a une jurisprudence, je ne dirais pas erratique, mais comme je l'ai dit ce matin, à la godille, ou en tout cas à la lampe de poche. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les nullités se soient le moins souvent possible, et que quand on ne peut pas faire autrement qu'en prononcer une, eh bien, ce soit sans conséquence. Alors je trouve que le chef-d'œuvre là-dedans, c'est la nullité de l'audition en garde à vue. C'est quand même un miracle que nous ayons réussi à dire que, dans pratiquement tous les dossiers, je ne sais pas comment, mais dans pratiquement tous les dossiers, il y a la même chose ailleurs, et que si l'audition en garde à vue est nulle, c'est pas grave. De toute façon, l'intéressé a redit la même chose devant le juge d'instruction, ou bien ses complices ou des témoins ont dit ce qu'il fallait. Bon, très franchement, je le dis parce que nous sommes tous à peu près d'accord à la chambre criminelle à ce sujet, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Et nous ne pouvons pas faire autrement tant que nous n'avons pas un bâti intellectuel, que nous n'avons pas le pouvoir de nous octroyer nous-mêmes, qui nous dira « attention ». Lorsque un procès-verbal d'audition fait en garde à vue est nul, il y a nécessairement des conséquences. Nécessairement des conséquences. Je ne dis pas qu'il faut annuler tous les actes subséquents, c'est généralement ce qui nous est demandé par les avocats, c'est peut-être un peu exagéré, mais il faut qu'on réfléchisse à ça, et nous ne lisons pas ou pas beaucoup de choses à ce sujet. Songeons à ce qu'est la théorie des nullités des actes en matière de procédure civile. Elle est infiniment plus précise, elle est infiniment plus exigeante, et pourtant elle ne fait pas plus de dégâts. On n'entend pas dire que des actions en matière civile tombent les unes après les autres comme des mouches parce qu'on a annulé des actes. Non.
les dégâts sont tout à fait limités, mais ils sont intelligemment pensés et posés. Et je vous supplie, j'allais dire de la part de mes collègues, je ne suis pas sûr que tous seraient absolument d'accord, mais de nous donner le fil directeur qui nous permettra de passer le pas, de franchir le pas, parce que le législateur, lui, il est hostile à ça. Donc il nous faut la doctrine derrière, et pour les étudiants présents dans la salle, c'est une illustration, je dirais pas involontaire, mais au passage, c'est une illustration des rapports entre la loi, la jurisprudence et la doctrine. Quatrième point, les nullités des citations. Alors ça, les avocats présents dans la salle aussi ont sûrement eu à souffrir de ça. Des nullités de citations, nous, on n'en trouve jamais. On n'en trouve jamais. Il suffit d'avoir un lieu, une qualification pénale et une date, et puis ça nous suffit. Alors, quand c'est du banditisme, ça va à peu près. En ce qui me concerne, je fais toute la journée à la chambre criminelle du droit pénal de l'environnement, du droit pénal de l'urbanisme. Bon, c'est mon portefeuille, il faut bien que quelqu'un le fasse, en l'occurrence, c'est moi. Mais des citations qui sont impeccables dans ces domaines-là, j'en ai jamais vu. Et pourtant, nous les avons toujours toutes sauvées. Alors, faites-nous une théorie de la citation en justice. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Et les civilistes, eux, l'ont faite, leur théorie de la citation en justice. Alors, texte ou pas texte, mais il faut qu'on soit inventif. Et pour être inventif, pour se permettre d'être inventif, il faut qu'il y ait une sorte de consensus qui vienne de l'université. J'en passe aux 4 points concernant les privations de liberté. Alors, la principale, bien entendu, c'est la liberté d'aller et venir, sur laquelle je vais dire 2 choses. Nous n'avons pas de théorie des préalables à la privation de la liberté d'aller et venir. Je veux dire que, et là aussi je parle sous le contrôle de mon voisin ou des avocats qui seraient présents dans la salle, la liberté d'aller et venir, en gros la détention, qu'il s'agisse de la garde à vue, de la détention provisoire et même de l'emprisonnement, elle ne se joue pas tellement pendant. Une fois que la garde à vue elle est décidée, elle se déroule plus ou moins bien. Bon, moi je serais plutôt favorable à ce que la vidéo ait lieu pendant toute la garde à vue. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de vidéo pendant toute la garde à vue, alors qu'on le fait pour les mineurs. Pourquoi pas le faire pour les majeurs? Je ne sais pas. Ça coûte rien. En plus, c'est pas beaucoup d'argent. Mais enfin, je ferme cette parenthèse. À la limite, c'est pas ça qui est grave. La privation de liberté, elle se décide juste avant. Il y a un moment M ou un temps T où la décision est prise de priver quelqu'un de sa liberté. C'est sur ce moment-là qu'il faut que la doctrine travaille pour savoir ce qui se passe et comment on peut faire en sorte que toutes les précautions soient prises. Je dirais, un peu par esprit de provocation, qu'une fois que la garde à vue est décidée, on peut faire défiler tout le barreau local, ça ne changera pas le sort de l'intéressé. Éventuellement, les policiers seront un peu plus aimables avec lui pour ne pas avoir d'ennui. Mais ça y est, la décision, elle est prise. Il est bon pour 24 heures. Quand je dis 24, je pense 48. Quand ce n'est pas 96, c'est terminé. Donc c'est juste avant que les précautions doivent être prises, réfléchies et construites comme un système. On prive quelqu'un de sa liberté, alors on prend tel et tel type de précaution. Là-dessus, le code de procédure pénale n'est pas très fortiche. On ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose. Pareil pour la durée de la détention, ce qui est le 2e point sur la privation de liberté. 3e point, la protection de la vie familiale. Ça, nous voyons ça beaucoup à travers le mandat d'arrêt européen. L'article 8 de la Convention EDH est régulièrement invoqué en matière de mandat d'arrêt européen. Des gens qui se sont installés en France, tout d'un coup, de la part d'une autorité étrangère, on met la main sur eux et on va les expédier au bout du monde pour purger une peine ou pour répondre d'une information qui est ouverte là-bas. Seulement, ils sont installés, ils ont femme et enfant, mari et enfant, statistiquement c'est plutôt femme et enfant, éventuellement une profession. Dans quelles conditions est-ce qu'on répond à ça? Alors là, on aménage, je dois dire qu'on est un petit peu plus libéraux sur ce terrain que sur d'autres, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'au cas par cas, espèce par espèce, on considère que la vie familiale doit être protégée, privilégiée par rapport à la réquisition de l'État qui demande l'extradition ou qui fait appliquer le mandat d'arrêt européen. Mais nous n'avons pas de système à ce sujet. Et nous voudrions avoir vos réflexions à vous sur ce qu'est la vie familiale de quelqu'un qui est recherché par une autorité étrangère. Serait-elle son autorité, si je puis dire, de tutelle ou d'origine? Et pareil pour la vie professionnelle. Alors on en a parlé ce matin à propos de 131-29 du code pénal, donc sur les mesures accessoires concernant les entreprises. Aucune théorie à ce sujet. Nous n'avons pas de théorie là-dessus. Donc au cas par cas, on va fermer une entreprise. Bon, ou alors on ne va pas la fermer parce que le préfet a fait savoir au procureur de la République qu'il y avait 50 salariés et que si on fermait l'établissement, on allait mettre des gens dans la rue. Donc s'ils pouvaient éviter de requérir ça, on est là-dedans. Moi, si j'étais avocat, je me demande comment je pourrais me battre contre ça.
Je me demande comment je pourrais me battre contre ça. Il n'y a pas de théorie générale de l'atteinte à la vie professionnelle. Et je parle de 131-29, mais c'est pareil sur 138, 12e en matière de contrôle judiciaire. On ferme pas, on ferme un peu ou pas longtemps ou très longtemps, on ne sait pas. Voilà les éléments de réflexion, j'en ai compté 9, je crois que j'ai dit les 9, sur lesquels on attend de longues chroniques, des thèses, des commentaires, éventuellement des choses désagréables. Nous ne sommes pas hostiles aux choses désagréables. Je dirais même qu'à la Chambre criminelle, on a une certaine habitude de la doctrine hostile, plus que nos collègues civilistes, mais on est d'accord, on est preneur. Merci de votre attention. Merci de me redonner la parole, et comme j'avais promis de poser une question il y a un instant, de vous poser une question, je vais essayer d'être bref. C'est sur la fin de votre intervention, lorsque vous indiquez avec justesse que le législateur a tendance aujourd'hui à se cacher derrière le JLD, qui voit multiplier ses tâches en urgence, et puis ses tâches elles-mêmes, ce qui permettrait des investigations que vous avez qualifiées d'attentatoires au stade de l'enquête, alors que traditionnellement, c'était le juge d'instruction qui en était chargé. La question qui se pose, me semble-t-il, derrière, c'est est-ce la fin de l'utilité du juge d'instruction? On a beaucoup débattu il y a quelques années de son maintien ou non. Lorsque je vois l'évolution de notre procédure pénale, je me pose à nouveau cette question, puisque tout ce qui est essentiel revient au JLD et à l'enquête. On revient très loin en arrière, si l'on analyse tout ça. Et en contrebalancement, est-ce que nous avons l'augmentation du rôle de l'avocat? Un peu, mais pas tant que ça, vous venez de nous le confirmer. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution à ce moment-là, en donnant plus de pouvoir à l'avocat au stade de l'enquête? Et à ce moment-là, est-ce que nous ne sommes pas encore de revenir vers un système d'autre côté de la Manche, un système anglo-saxon? Et est-ce que notre droit n'a pas perdu sa boussole, tout simplement? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'en fait, on a laissé un peu de côté le débat suppression ou non du juge d'instruction, mais on y tend, en fait, puisque de toute façon, on renforce l'enquête. Et si on renforce l'enquête en présentant des garanties type contrôle d'une autorité judiciaire entendue comme le veut la Cour européenne des droits de l'homme, bah, évidemment, on n'a plus besoin de l'instruction, en fait. On fait tellement de choses en matière d'enquête quel intérêt d'aller au stade de l'instruction? Si en plus, il y a les garanties, on prétend avoir des garanties... Il n'y a plus guère de valeur ajoutée de l'instruction. On est bien d'accord tous ici. Hein. Nous, les praticiens, je ne vois pas l'intérêt de faire durer une instruction 2 ans ou 3 ans avant d'aller devant la cour d'assises, par exemple. Ça ne sert pas à grand-chose. Je dis pas à rien parce que je vais être poli, mais pas à grand-chose. Franchement, là, pour le coup, on est dans le service rendu à la partie civile. Oui. C'est-à-dire que pour la partie civile, l'instruction, c'est le début du soulagement, si un jour il doit y en avoir un, alors que tant qu'on est en enquête préliminaire, elle a purement et simplement rien à dire. C'est ça. Mais je crois que c'est la seule valeur ajoutée certaine. Après, il peut y avoir des juges d'instruction qui sont extrêmement pertinents. Je pense notamment à l'économique et financier. Bon, mais sur les atteintes volontaires aux personnes, je crains malheureusement que... Bon, autrement dit, sur les cas que précisément le législateur a rendu obligatoire pour l'instruction, c'est-à-dire les crimes. Bon, mais, alors, François, à toi, dis oui. Tout le mal que tu penses de la Cour de cassation. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on aura compris que la Cour de cassation, c'est le malgré nous de sa propre jurisprudence. Parce que sur les 9 points qui ont été exposés, j'en vois déjà 5 ou 6 sur lesquels la Chambre criminelle a très exactement écarté les solutions qui lui étaient offertes par la doctrine. Je vais prendre des exemples. Les droits de la personne placée en garde à vue entre accès au dossier et présence de l'avocat à la première heure. Les outils d'une interprétation, on va dire praeter legem, d'éléments de théorisation sont là pour que la Chambre criminelle revienne sur sa jurisprudence qui aujourd'hui est une application littérale des dispositions du Code de procédure pénale. Je vais prendre l'exemple de la théorie de la condition préalable à la privation de liberté, et en particulier la décision d'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue. C'est quand même la Chambre criminelle qui a abandonné le contrôle au procureur de la République lui-même, refusant
à la chambre de l'instruction d'opérer un contrôle, les éléments théoriques pour faire de cela, faire de l'absence de nécessité un point, une cause de nullité du placement en garde à vue sont bien là. Simplement, ils ne sont pas utilisés. Alors, on aura compris pourquoi. Parce que c'est la quadrature du cercle. Quelle est la première occasion, quelle est la première affaire suffisamment opportune pour engager peut-être une nouvelle jurisprudence qui, compte tenu des effets de la jurisprudence dans le temps, n'aura pas des effets collatéraux sur d'autres affaires, et notamment des affaires plus graves, par exemple de terrorisme. Les outils d'analyse de la protection due à la vie privée, ou encore la protection due à ce qu'on pourrait appeler l'outil professionnel, ils sont là, c'est le contrôle de proportionnalité, et quand il est souligné à la chambre criminelle que son contrôle de proportionnalité est globalement à minima, dans le sens où l'effort est là, mais il est confondu avec le contrôle de la légitimité du but. En tout cas, il n'est pas de la même intensité que celui de la Cour européenne des droits de l'homme. La réponse n'est pas simple. Il est certainement très difficile, dans les contraintes du pourvoi en cassation, d'adopter un contrôle de proportionnalité à l'aune de celui que opérera ou opérerait la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la chambre criminelle ne peut pas passer pour être le malgré nous de sa propre jurisprudence et de ses orientations jurisprudentielles. Les outils sont là, les outils sont écrits sur la garde à vue, sur la condition préalable au placement en garde à vue, ou placement en garde à vue, et sur des éléments de contrôle de proportionnalité. Mais la quadrature du cercle, elle est évidente. Je mesure bien la difficulté qu'il y a d'engager un revirement de jurisprudence avec ses effets dans le temps, rapporté à des dossiers pendants, des pourvois pendants, dans laquelle il faudra peut-être amener à devoir appliquer cette nouvelle règle dans des dossiers qui ne sont pas clos, sans compter le délai qu'il faut toujours avant qu'une nouvelle règle jurisprudentielle au surplus soit parfaitement adoptée par la pratique, enfin, les officiers de police judiciaire. On veut des systèmes, nous. On veut des systèmes cohérents, c'est-à-dire que de l'article préliminaire à l'article, je ne sais plus combien, 800 et quelques du CPP, on veut sentir que ça peut revenir à un système cohérent que le législateur n'est pas capable de construire parce qu'il a ses propres contingences. D'ailleurs, oui. Je ne fais pas partie des gens qui critiquent le législateur pour le plaisir. Il n'y a que vous qui puissiez donner ça. Nous, on ne peut pas construire de système. Alors, tu cites des points sur lesquels on a rendu des arrêts. Autrement dit, on s'est passé la corde au cou. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis forcément d'accord avec toi, d'ailleurs. Mais il faut qu'on sorte de ça. Et nous, institutionnellement, on ne le peut pas. Et je dirais que, malheureusement, le législateur ne le peut pas non plus. Donc, la doctrine, c'est celle qui est en droit, et non seulement est en droit, mais a les moyens intellectuels, et pas seulement, de construire des systèmes. Donc, construisez-nous des systèmes qui permettent de faire la passerelle entre ce que j'ai dit, pour prendre un exemple, le contrôle de la compétence des APJ et l'atteinte à la vie professionnelle dans une mesure de contrôle judiciaire. On veut un système de ça, et le seul système qu'on ait actuellement, c'est en gros, il y a les libéraux et puis il y a les pas libéraux. C'est un peu court quand on délibère entre nous à la Cour de cassation. On ne peut pas se ranger soit d'un côté, soit de l'autre et tirer le fil parce que selon les moments, eh bien, selon que le président est comme ceci ou comme cela, selon que ceux qui composent la formation sont comme ceci ou comme cela, vous aurez des résultats complètement éclatés, complètement différents. Donc, je suis profondément convaincu, et on en a discuté de nombreuses reprises, doyen Leroy et moi, et bien d'autres, que oui, il faut théoriser le droit criminel, spécialement la procédure pénale, théoriser ou rethéoriser, je crois qu'elle l'a été, mais depuis 30 ans, elle ne l'est plus assez, et voilà. J'ai donné quelques pistes, mais il y en aura certainement bien d'autres. Moi, je suis pas Dieu. Alors, je crois qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Bon, on ne peut pas l'empêcher de parler une dernière fois, tu sais comme il est. Donc, et puis après ça, on arrête. Allez, vas-y, François. Non, il arrête. Je voulais juste mettre en garde un petit peu sur, en rapport avec votre intervention sur le JLD, sur les effets pervers d'une démarche garantiste. Ouais. Je m'explique. Dès lors qu'on échafaude d'une démarche garantiste, on lève toute inhibition rapportée à certains actes de plus en plus invasifs.
Et si on se rapporte notamment au finalement peu de garde-fous de la Convention européenne des droits de l'homme, hormis le contrôle de proportionnalité, mais qui est d'un maniement délicat, on trouve comme, comme interdit que les rares cas dans lesquels la Cour va considérer qu'il y a privation ab initio de toute chance de procès équitable. Oui. Et ces trois-là, il n'y en a pas beaucoup. Ces cas-là, pardon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a de moins en moins. Il y a bien sûr l'hypothèse dans laquelle l'élément de preuve a été obtenu à la suite d'un mauvais traitement, contraire à l'article 3. Privation ab initio, ce n'est pas discuté, et je pense qu'en Europe, ça ne sera jamais discuté. Je dis en Europe parce que la question est pendante, dit-on, aux États-Unis. La deuxième difficulté, enfin le deuxième cas dans lequel il y a privation ab initio de toute chance de procès équitable, c'est l'hypothèse dans laquelle le supposé auteur de l'infraction aura été provoqué à la commettre, et on entend bien la distinction entre provocation à la commission et provocation à la preuve. Voilà. Et enfin, il y a un troisième cas qui est à peu près tombé, et là, il y a quelques semaines, avec le dernier arrêt grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de garde à vue, de droit à l'avocat dans les hypothèses paroxystiques, qui était celui de l'atteinte au droit de ne pas auto-incriminer et de garder le silence. Celui-là, on n'est plus tout à fait sûr que ce soit une hypothèse de privation ab initio. Ça veut dire que dans toutes les autres hypothèses, est rapporté à tous les actes d'enquête et d'instruction, de contraintes qui peuvent être imaginés, il faut, mais il suffit, d'échafauder des garanties adéquates. Des garanties adéquates de contrôle, parfois, bien sûr, a priori, d'un juge indépendant, des parties et de l'exécutif, etc. Et je pense qu'on touche là un effet pervers de la démarche garantiste. C'est à l'aune des garanties, on repousse toute inhibition. Au point que, je parlais d'Europe, là, il y a quelques minutes, mais l'on raconte qu'à la Cour suprême des États-Unis, la question est posée de savoir si et dans quelle mesure il est possible de torturer pour obtenir un aveu. Et le juriste trouvera la réponse. Il faut qu'un contrôle médical, contrôle judiciaire. La démarche est tout à fait garantiste. Je pousse le trait. Mais il n'y a que la privation ab initio de toute chance de procès équitable qui puisse valoir, sauf à entrer, alors, mais la difficulté est immense dans l'examen de contrôle de proportionnalité. Pourquoi la difficulté est immense? Elle est immense parce que l'examen de proportionnalité, il est rétrospectif. Et rétrospectivement, faire tomber une procédure, le cas échéant, ou une partie de procédure, bien sûr que c'est quelque chose qui est forcément pesé au juge du fond, comme bien à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Eh bien, très bien. Dernier mot à la doctrine, c'est exactement ce qu'il fallait. Jacques, à toi. Bien, eh bien écoutez, je vous remercie tous les trois donc, pour toutes ces indications et ces réflexions qui sont tout à fait enrichissantes. Avant que nous nous séparions et que nous retournions dans nos chaumières, je voudrais donc adresser donc, mes remerciements les plus vifs déjà pour les étudiantes du master donc, qui ont fait en sorte que ce colloque puisse se dérouler dans les conditions les plus agréables possibles et que vous puissiez avoir eh bien, les micros, le café chaud et les petits fours et les viennoiseries. Donc, et tout cela, donc, on sait très bien que l'organisation matérielle est aussi essentielle parce qu'on peut très bien avoir des idées, mais si on ne peut pas les mettre en œuvre, donc cela ne peut pas aboutir à grand-chose. Je voudrais aussi remercier donc, mais elle sait ce que je pense, Laurence Salé, donc pour son aide, c'est même plus que son aide, c'est sa collaboration et donc je pense que jamais nous serions parvenus à organiser ce colloque si donc Laurence n'était pas là. Donc Florian Bourget, donc qui nous a tous enregistrés, n'est-ce pas? Donc voilà, donc et donc c'est là maintenant que vous apercevez qu'il y a peut-être des propos que vous allez commencer à regretter. Je voudrais évidemment remercier aussi bien tous les collègues, tous ceux qui ont participé à ce colloque et qui ont fait des communications qui sont véritablement, donc, de mon point de vue, admirables. Delphine, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de colloques de droit pénal à Orléans. Il y en a ailleurs. Donc, et quand on sait le travail que ça demande de préparer une communication, eh bien, je suis évidemment, nous sommes particulièrement sensibles à ce que ce travail a pu être fait
que les collègues qui sont pris dans d'autres colloques, eh bien, ont réussi à, à trouver un peu de temps pour réfléchir sur ces questions qui ne, avec le recul, donc questions dont on s'aperçoit que c'était plus facile à les inscrire dans la plaquette, donc qu'à pouvoir les résoudre. Prétendre vouloir rethéoriser le droit pénal en 2 jours, donc c'est très ambitieux et ça frise même, ça pouvait friser l'inconscience. Mais comme vous le savez, donc impossible n'est pas français, et donc on a pu voir justement durant ces 2 jours, à travers ces communications, donc la pertinence de cette maxime. Je pense que ça a été possible parce que, pas pour 2 raisons, à mon avis. Il faut, pour rethéoriser ou théoriser même, de l'audace d'abord. Il faut savoir, c'est Mireille Delmas-Marty qui parle des forces imaginantes du droit, donc la doctrine est une force imaginante, et on l'a pu le constater. Il faut savoir imaginer, mais pas imaginer comme un romancier, comme un poète, donc, parce que ça ne servirait pas à grand-chose. Il faut imaginer, en ne perdant pas de vue, l'utilité que pourraient avoir les propositions que l'on pourrait faire. Et c'est ce qui s'est passé donc, durant ces 2 jours. Mais en même temps, si on a fait preuve d'audace, on a fait preuve aussi de beaucoup de lucidité. Donc, et là, je me retourne vers Maître Césaréo, puisque finalement on a appris que la théorisation des droits de la défense n'était pas utile, alors qu'elle est utile dans d'autres domaines, et on a pu le voir avec monsieur le conseiller Fossier, que là, à l'inverse, la théorisation pouvait servir donc, à trouver des solutions donc, de la pratique. Donc, et je pense que c'est indispensable, parce qu'on est bien conscient que si on fait des propositions donc à tort et à travers, elles sont peut-être séduisantes et elles satisfassent la vanité donc, du chercheur, donc, mais en même temps, donc, on aura toujours la même impression, c'est que la théorie ne sert à rien, donc pour qu'elle serve à quelque chose, et je suis assez stupéfait de voir que finalement la Cour de cassation, donc la Chambre criminelle du moins, attend donc de la doctrine un certain nombre donc, de propositions, et il y a donc évidemment, donc, et tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, des sujets de thèse. Il y a là on a du travail pour quand même déjà plusieurs années. Donc, et donc j'ai vraiment bien fait de t'inviter et que tu sois là. Voilà, en tout cas, merci encore. Donc, et puis peut-être à une autre occasion. Voilà. Bravo.